David et Boutou, nous parlons en riant, nous parlons en souriant. Est-ce qu'il ne faut pas quand même se dire que la longue attente du remaniement ministériel, la longue attente de la nomination d'un vice-président au Cameroun commence à faire en sorte que nous puissions avoir ce genre d'actes qui ont failli être posés du côté de la chaîne nationale? Je crois que c'est là le nœud même de départ de toute analyse objective et sérieuse, si on veut comprendre et saisir dans sa globalité ce phénomène que nous venons de vivre et qui aurait pu avoir des métastases assez graves. Je fais mienne une bonne partie de l'analyse du professeur Onangini pour effectivement aller dans son sens et souscrire à la thèse qui veut que il y a certainement des manœuvriers, des personnes tapis dans l'ombre qui ont instrumentalisé cette affaire-là. À quelle fin, je n'en sais trop rien, mais l'explication, c'est que ces gens-là s'impatientent. Ils s'impatientent. Donc, en réalité, la longue attente du gouvernement, qui n'arrive pas, commence déjà à gêner bon nombre de personnalités à de hautes fonctions qui estiment qu'il faut leur conférer cette forme de légitimité-là pour continuer soit à occuper leurs fonctions ou encore à se projeter pour davantage aller plus loin dans leurs fonctions. L'enjeu est d'autant plus grand que nous sommes tous à l'attente de la nomination d'un vice-président. Pas n'importe lequel, mais un vice-président dont chacun sait dans notre mémoire collective que c'est certainement celui qui sera le principal hégémon, la principale éminence de ce pays après M. Biya, à la lecture justement des textes qui accompagnent cette fonction-là. Et donc on comprend très bien toutes les batailles qui se mènent aujourd'hui autour de la nomination de ce vice-président et la nomination de ceux qui vont constituer le gouvernement qui sera certainement présidé par ce vice-président-là. C'est là tout l'enjeu. Ce qui me conforte davantage à suspicionner ce qui s'est passé et m'amène à me conforter à l'idée qu'on nous a certainement servi une version officielle pour calmer l'opinion, c'est le timing aussi. C'est-à-dire que je me souviens qu'il y a une semaine, quand nous étions sur votre plateau, au sortir d'ici, nous recevions déjà des messages dans ce sens, qu'un coup d'État venait d'être déjoué. À la CRTV, nous ne connaissions pas trop quels en étaient les tenants et les aboutissants. Mais tout de suite, voilà, avec le temps, l'information s'est dissipée jusqu'à ce qu'un de vos collègues, Polycarpe Essomba, décide de balancer l'information, décide de jeter le biais, et que, voilà, d'autres personnes s'en accaparent et qu'on essaie de fouiner. Et donc chacun y est allé de son interprétation. C'est vrai que le nom qu'on nous a balancé, la capture de l'image de cet individu qu'on nous a balancé, c'était de la comédie. Ça ne frisait pas du tout le sérieux. C'est-à-dire qu'un type habillé en jogging, en tennis, qui va déposer les décrets, on n'imagine pas cela dans le schéma habituel. Le schéma habituel où on pense... C'est souvent un peu plus sérieux. C'est un peu plus sérieux. C'est-à-dire qu'on imagine quand même que quand ces textes sacrés, entre guillemets, viennent du palais et suivent un cheminement, il y a ne serait-ce que quelques éléments, quelques maillons de l'appareil répressif qui accompagnent cette documentation-là avec des personnalités connues qui peuvent transporter ou convoyer cette documentation au niveau de la CRTV. Et un kidam qu'on présente comme ça, avec un nom que personne ne connaissait, par la suite on nous a même présenté un peu un extrait de son pédigré, il serait cadre contractuel, des choses comme ça, ça ne fait pas du tout sérieux. Donc je crois que là c'est une construction qu'on a voulu nous servir, mais il y a certainement une part de vérité. Et je crois, si tant est que le président de la République est l'hégémon le plus informé de ce pays, je crois qu'à l'heure qu'il est, il a des informations. Il sait parfaitement ce qui était contenu dans cette documentation-là et qui en étaient les principaux manœuvriers derrière. C'est-à-dire que je ne vais pas aller dans le sens de penser que, voilà, quelques spéculations, parce qu'en revenant sur ce que les lanceurs d'alerte ont tenté de dire cette semaine, on peut faire une lecture à l'inverse, hein? C'est-à-dire que d'un côté, on a bien vu que les lanceurs d'alerte ont essayé de jeter comme ça, en pâture, des noms bien ciblés, des noms bien connus, je ne vais pas les citer ici, mais on a bien eu l'impression que c'est en cœur
que les lanceurs d'alerte, les activistes sont allés comme cela pour jeter à la vindicte populaire des figures qui n'ont même pas une grande emprise sur notre vie commune, mais c'est des noms qui sont revenus. Alors, est-ce qu'on ne peut donc pas faire une lecture à l'inverse, et c'est dire que derrière cette manœuvre, il y a plutôt des noms qui ne sont pas sortis, mais qui sont derrière et motiveraient ces lanceurs d'alerte dans le sens de sacrifier ce qui pourrait apparaître comme leurs adversaires directs. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire que oui, il y a des noms qu'on a jetés à la vindicte populaire, mais est-ce que ce n'est pas à dessein? Est-ce que derrière, il n'y a pas de figures tapées dans l'ombre qui pensent que ces noms à jeter à la vindicte populaire sont des véritables menaces à leurs intérêts, à eux? Et ces personnes-là, dont les noms n'ont rencontré aucune entrave jusqu'à présent, pourraient bien être celles des personnes qui ont manœuvré. Et c'est pour cela que je dis, moi je fais confiance à nos services d'intelligence qui certainement, alors qu'il est haute la bonne information, et je crois que l'arrivée du président dans les futurs jours, parce qu'on nous annonce la semaine prochaine, j'espère qu'il va sortir de cette léthargie que qui commence à nous étonner pour frapper du poing sur la table. Parce que, et je sors par là, cet empressement, cette impatience, cette bataille de clans renseigne au moins d'une chose. Il y en a aujourd'hui parmi nous, à un très haut niveau, qui s'impatientent, qui se sont organisés et qui se lassent d'arriver à un certain niveau pour justement assurer ce qu'ils nous ont capté depuis de longues années. Merci, merci David Eboutou. Nous sommes en train de regarder un peu, d'analyser les prérogatives d'un vice-président s'il intervenait en ce moment. Certains pensent qu'il y aurait un risque au niveau de la tête de l'État. Beaucoup soupçonnent d'ailleurs, et Valère en fait partie, que le président, ayant constaté cela, est en train d'hésiter à nommer un vice-président. Permettez que je revienne rapidement sur ce qu'a dit mon ami Valère concernant l'ouvrage de Mabara, qui est un proche parent, parce que j'y ai un peu contribué à la rédaction, d'une certaine manière, de cet ouvrage-là. En réalité, c'est un pan de la préface faite par Eric Chindje, que vous convoquez. C'est-à-dire que c'est Eric Chindje qui s'étonne de ce que, après avoir lu l'ouvrage de Jean-Marie Atangana Mabara, que ce dernier et rappeler que le président était un travailleur, il rentrait parfois du bureau à 3 h du matin, il ne dort presque pas et tout. Et Eric Chindje s'étonne dans sa préface que malgré tous ses attributs, pourquoi le pays va autant mal et pourquoi les collaborateurs du président ne peuvent donc pas amener ces derniers à aller un peu plus vite, parce que le Cameroun, ou alors les Camerounais ont besoin d'avoir un président beaucoup plus travailleur et qui ne prend pas son temps, qui ne prend pas le temps pour allier. Voilà en réalité ce que je voulais apporter sur ce qu'a dit Valère tout à l'heure, parce que l'incriminé, celui qui l'a cité, nous regarde. Donc, quand je l'ai dit, pour répondre à votre question, je crois que le président de la République a ce que je considère être l'arme fatale entre ses mains, c'est le décret. C'est le décret. Je crois que ce qui fait la puissance même du président de la République dans un contexte comme le nôtre, c'est le décret. Et bizarrement, c'est ce décret qui est aujourd'hui sujet à interrogation, sujet à controverse, à partir de cet événement que nous venons de vivre. C'est-à-dire qu'on en vient même à s'interroger sur les sources du décret. Comment un individu peut, et là moi vous savez que Valère c'est un technicien de la légistique, quand il dit j'y crois, effectivement, quand on a vu ce document circuler, on a effectivement eu l'impression que cela n'était pas un construit de main inexperte. On a eu l'impression que ce sont des techniciens qui ont l'habitude de ces choses-là, qui ont fabriqué ce qu'on a vu circuler. Et comment on en est donc arrivé là? C'est la question. Et je crois qu'elle répond à votre question. On en est arrivé là, et je vais le redire, parce que les gens sont lassés d'attendre. Parce qu'ils ont l'impression que le président qui faisait preuve d'un certain type de vitalité, il y a encore quelques années, il n'a plus toute sa vitalité d'antan. Ce dernier laisse montrer quelques faiblesses. Il est humain, il a 93 ans, on ne va pas rappeler cela. Et à la lumière de ce qu'on a vu récemment et entendu, on peut donc se laisser, on peut donc penser que le président aujourd'hui, oui, il est affaibli et que de plus en plus il délègue. Mais c'est cette délégation donc de pouvoir, c'est cette délégation donc de son précis, de ce qui faisait la puissance même de son pouvoir, qui interroge aujourd'hui.
à qui le président délègue la portion de pouvoir que nous lui avons donnée. Il y a donc des factions qui estiment qu'elles sont en droit de porter cette légitimité-là. Et donc on commence à les citer ici, la cuisine, des proches de la cuisine, des proches collaborateurs du service. C'est de cuisine. C'est des images. Le palais, c'est un hôtel. Non, nous ne sommes pas des Tchadiens. Nous connaissons quand on dit cuisine, quand on dit patron de la cuisine, on sait que c'est un langage imagé, mais dans des Camerounais se retrouvent parfaitement. Vous êtes ça? Oui, oui, les Camerounais connaissent de qui nous parlons. Et donc, comme nous le disons, on peut faire ici. C'est quoi la cuisine? Alors, vous me laissez poursuivre. Allons-y, David. Alors, quand nous disons donc que ces personnes, cet entourage qui a suffisamment eu des portions du pouvoir de la part du président de la République, s'en trouve aujourd'hui suffisamment puissant. C'est-à-dire que cet entourage est devenu suffisamment puissant et estime aujourd'hui pouvoir continuer à la place du président. Et ce que nous voulons donc, c'est des batailles. C'est pour cela que moi je ne partage pas une certaine lecture insidieuse qui pourrait laisser penser que les noms qui ont été balancés par quelques activistes des réseaux sociaux, que ce soit ces noms-là en réalité qui soient derrière le complot qui vient d'être éventré. Je suis et je pense que il faut aller chercher ceux qui ont en réalité balancé ces noms-là pour les livrer à la vindicte populaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes concentrés à regarder ceux des noms qui sont retrouvés dans ce document en circulation pour se dire c'est eux qui ont voulu faire passer le complot. Mais je ne crois pas. Ce serait trop facile. Je crois que les noms qui n'ont pas circulé, ce sont plutôt eux qui sont à la manœuvre et qui se lassent d'impatience. Mais je crois que contrairement à ce que certains peuvent penser, il y aura beaucoup de surprises au retour du président. Beaucoup de surprises. Parce qu'on nous a toujours dit ça. Oui, je crois. C'est la dizaine d'années. On nous le dit. Lorsque le président rentrera, vous-même, vous allez voir, ça va bouger au niveau de l'appareil de l'État. Et le président rentre, il n'y a rien. Le président voyage encore 2 ans plus tard. On vous dit que le président, lorsqu'il atterrira, il va trouver ses dossiers chauds et il prendra des décisions. Des gens vont rendre gorge et le président rentre, il n'y a rien. Vous me permettrez au moins de croire, parfois ici, et de mettre au capital du doute le fait qu'il y a un contexte, il y a une conjoncture qui ne permet plus au président de laisser couler beaucoup de temps. Il faut qu'il mette le pied à l'étrier, parce que qu'on le veuille ou pas, ça boule là dehors. Regardez comment la société... Le président a dit dans les tout prochains jours, il nommera un nouveau gouvernement. Nous sommes déjà à 7 mois. Parfait ici. Le président de la République connaît au mieux l'enjeu actuel de notre pays. Avec tout ce qui se passe là, je crois qu'il le sait. C'est un enjeu... Il connaissait ou il connaît? Non, je crois qu'il le sait. Et je crois que cet enjeu tourne essentiellement au niveau de la transition. Je crois que tout ce qui se vit, se fait en ce moment dans notre pays, tourne autour de la transition. Et toutes les batailles que nous observons autour de l'actualité que nous décryptons va dans le sens de nous conforter dans la lecture selon laquelle il y a aujourd'hui des batailles qui s'organisent pour contrôler la transition. C'est compris.